Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux d'accueillir ce soir sous le signe du roman médiéval et du roman médiévisant Jean-Jacques Vincensini et Céline Ménard. Donc ce que je vous propose, je vais introduire très brièvement ce que c'est Jean-Jacques Vincensini, qui ensuite va prendre la parole, et puis ensuite on passera sur le roman Céline Ménard et son roman Bastard Battle, qui n'est pas un roman médiéval, mais enfin, vous verrez qui est complètement dans le vif du sujet. Alors, le roman médiéval, enfin, juste quelques mots, parce que je pense que vous êtes comme, enfin, beaucoup d'entre vous sont comme moi, c'est des romans qu'on connaît, on croit les connaître souvent, parce que on a été baigné, enfin, par différents mythes très très forts en fait au plan médiéval, notamment tout ce qui est autour de la table ronde, enfin, qui a irrigué énormément de choses. Par des bribes aussi enseignées au collège ou au lycée. Moi j'en ai eu un petit peu, enfin vous peut-être aussi. Et en général, enfin souvent en tout cas, on le lit plus ensuite. Soit parce qu'il y a l'obstacle de la langue, soit parce que c'est pas des romans dont on parle beaucoup, alors que c'est une colossale erreur. Alors, pourquoi c'est une colossale erreur de ne pas plonger davantage dans le roman médiéval ? Parce que d'abord c'est la naissance du véritable roman, enfin, au sens moderne. Donc en fait tous les romans, y compris les contemporains les plus expérimentaux, en fait sont quelque part redevables au roman médiéval, puisqu'avant il n'y a pas véritablement de roman, en tout cas au sens où on l'entend maintenant. Ensuite c'est à la fois une source originale et une transmission. Et ça, je pense que Jean-Marc dira peut-être un mot sur ce côté transmission, en fait, qu'a joué, le rôle de transmission qu'a joué le Moyen-Âge sur un certain nombre de mythes, de motifs, de thèmes, en fait, qui viennent de l'Antiquité et qui ont été réhabillés, changés, enfin, pour accéder, en fait, à travers le Moyen-Âge ensuite à l'âge moderne. C'est aussi une formidable écriture. Alors, en ancien français, je ne porterai pas de jugement, même si je reconnais que ça soit dans certains romans que j'ai redécouverts grâce à Jean-Jacques Vincensini ou dans Bastard Battle, c'est vraiment délectable, mais il faut reconnaître que c'est pas non plus super facile par moment. Mais en tout cas, c'est une écriture qui est vraiment formidable dès qu'on a surmonté ce petit obstacle. Sachant que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ont lu ou qui vont lire Énigme-Marcheur de Russell Hoban, donc l'obstacle de la langue, ça devient au bout d'un moment très très relatif. Ensuite, et ça c'est peut-être par rapport à des littératures de genre, le roman médiéval c'est aussi le socle de la fantaisie, et puis d'un renouveau thématique qui était peu présent dans la littérature ces dernières années, qui était très présent dans le cinéma, mais dans la littérature on voit réapparaître des choses absolument magnifiques, dont Bastard Battle, dont je parlerai plus tout à l'heure. Donc Jean-Jacques Vincensini, il connaît tout ça comme le fond de sa poche, parce que c'est un médiéviste émérite. Je ne sais pas si on dit bien un médiéviste. Oui, on dit ça. Donc un médiéviste émérite qui a enseigné aux universités de Corse, de Paris, de Tours. Toujours d'ailleurs. Toujours, oui. Ah ouais, toujours. Et qui est l'auteur d'une thèse assez extraordinaire, dont je vais dire un mot. Donc notez-le d'une pierre blanche, parce qu'on parle quand même rarement de thèse chez Caribe, où on est plutôt consacré à la fiction, comme vous le savez. Mais donc ça, c'est une thèse qui s'appelle Pensée mythique et narration médiévale. Et le titre dit bien ce qu'il y a dedans. C'est exceptionnel, parce que c'est d'une rigueur analytique extrêmement puissante. En même temps, ça pose quelques éléments, notamment dans une façon de réhabiliter certaines approches structuralistes, qui a fait un peu hurler certains pontes, disant qu'est-ce que c'est que ça, le structuralisme c'est mort, faut même plus en parler. Et en fait c'est tellement pertinent pour analyser les corpus que Jean-Jacques Vincensini a utilisé pour cette thèse, donc qui rassemble essentiellement du Moyen-Âge occidental, ouest européen, mais pas seulement. Il y a aussi un tas de correspondances avec des mythes américains, asiatiques, africains dans certains cas. Donc il y a une analyse de corpus qui est absolument fantastique. Et puis ça donne envie de lire derrière des dizaines de romans médiévaux. Et bon, ça c'est à la fois terrible, vous le savez, parce que vous fréquentez Caribe, mais en même temps c'est quand même un peu le bonheur, quoi. Donc s'il y a des gens courageux parmi vous, je vous assure que vous ne regretterez pas la lecture de cette thèse.
Donc Jean-Jacques va nous présenter quelques textes clés en fait qui représentent des points d'entrée dans cet univers du roman médiéval. Bon, merci beaucoup. Écoute, je suis rougissant de cette présentation. C'est la première fois que quelqu'un dit à propos de cette thèse assez indigeste, il faut bien le dire, qu'elle est un vrai bonheur. Pas du tout indigeste. Bon, moi je voulais vous faire part en fait de ma propre fascination, de ma véritable émotion vis-à-vis de la littérature médiévale, toujours vécue. C'est-à-dire que je n'ai pas abandonné ce plaisir très vif de lire cette littérature. Donc pendant 4-5 siècles, le roman, disons de 1150 à 1500, a enluminé, si je puis dire, la vie culturelle, sociale, princière, royale du nord de l'Angleterre jusqu'au sud de l'Italie, enfin dans toute l'Europe occidentale, et de nombreux auditeurs et quelques lecteurs, puisque comme vous le savez sans doute, la lecture à voix haute, enfin la lecture plutôt personnelle, individuelle, ne commence qu'autour du XIVe, XVe siècle. Avant, on entend raconter quelqu'un, ou on entend les romans être dits par quelqu'un. Donc cette littérature, elle est, à mon sens, d'abord énigmatique, et ensuite elle est très troublante et très fascinante parce qu'elle raconte et par la façon dont elle raconte. C'est-à-dire qu'il y a un véritable choc avec cette littérature, d'une part, par l'énigme de son approche, presque. Pourquoi ? Parce que la culture, au moins la culture française, plus que la culture anglo-saxonne, a cantonné le Moyen-Âge dans quelque chose d'assez, je dirais presque comme son étymologie l'indique, dans quelque chose d'assez médiocre. Moyen-Âge, c'est l'âge du médium, c'est l'âge de la médiocrité, évidemment coincé pour nous entre deux périodes extraordinairement valorisées, qui sont l'Antiquité d'une part, l'Antiquité classique, et d'autre part la renaissance de cette Antiquité, ce qui est une vision totalement absurde de l'histoire esthétique occidentale. Donc là je suis obligé de regarder mes notes, parce que je faisais semblant d'être comme ça cool, mais j'ai besoin de m'appuyer sur de l'objectivité. Donc ce que l'on constate effectivement, c'est le retour actuellement d'un certain type de Moyen-Âge, qu'il soit, là vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, parce que tout ça sont des idées très discutables, qu'il soit ce Moyen-Âge l'objet d'un véritable enthousiasme, ou peut-être l'objet de certains préjugés. C'est-à-dire que ce qui revient à notre époque, c'est peut-être un certain type de Moyen-Âge, un peu ésotérico-sauvageau, mystérieux. Donc ce qui nous revient, c'est Merlin l'Enchanteur, le roi Arthur, les chevaliers de la table ronde. Je ne sais pas si vous connaissez la bande dessinée de Bourgeon qui s'appelle Les Compagnons du Crépuscule, le 3e volume, les derniers chants de Malater. C'est incroyable, c'est très très beau, très expressionniste, où voilà, il y a des loups-garous qui rencontrent des fées serpentes, qui vont épouser des... Bon, tout ça c'est du vrai Moyen-Âge, mais c'est un certain type de Moyen-Âge. Donc première chose, donc c'est une sorte de retour énigmatique de ces siècles donc obscurs, un peu médiocres, et qu'est-ce qui nous arrive, quoi ? Pourquoi est-ce que ce retour est si enthousiasmant et pour certains encore bouleversant, alors que à première vue, cette littérature, comme tu l'as dit, elle est issue de manuscrits assez poussiéreux. Je dis ça parce que c'est un stéréotype, hein, je ne crois pas du tout à ce que je dis. Hein. C'est-à-dire que quand on a dans la main à Richelieu ou à l'Arsenal un manuscrit du XIIIe siècle ou du XIIe siècle et qu'on nous donne et qu'on l'ouvre, en France on le fait sans gants alors qu'en Angleterre on nous donne des gants, c'est absolument incroyable. C'est une sensation, une vibration très, très émouvante. Donc les manuscrits, on les dit poussiéreux, mais en fait c'est pas du tout. Mais qui va lire les manuscrits ? Donc cette littérature est issue de temps médiocres, conservée dans des manuscrits dits poussiéreux et quasiment plus enseignés. C'est-à-dire que l'université laisse désormais une place rikiki à l'enseignement de la littérature. Il n'y a que la langue qui se maintienne parce qu'elle est obligatoire au concours.
c'est vous dire l'intérêt des étudiants pour ce machin. Je dis exprès ça aussi, machin. Donc voilà, les raisons pour lesquelles mon enthousiasme demeure, et je suis ravi d'avoir un lecteur aussi fervent, c'est d'une part, je pense quand même, un certain rapport à l'altérité du Moyen-Âge. C'est-à-dire que même si on fait maintenant, d'une certaine façon, cette espèce de bond qui nous fait nous retourner avec aisance au XIe, XIVe siècle, en fait c'est un bond presque romantique, idéalisant, mais la réalité, si je puis dire, c'est que nous sommes réellement coupés de la pensée médiévale, son aspect intellectuel, et des cadres symboliques, esthétiques, et peut-être même encore religieux de cette période, qui pourtant, par certains côtés, pourraient nous paraître familières. On se balade, on voit la cathédrale de machin, l'église de truc, tiens, on partage peut-être encore la même foi. Mais en fait, la littérature médiévale, c'est vraiment une littérature marquée par l'altérité. Je parle moins de l'histoire parce que je suis assez ignorant en histoire médiévale. Ne me demandez pas ce qui s'est passé en 1325, je sais rien. Et ce qui est quand même troublant, c'est cette volonté qui vraiment peut s'interroger, cette volonté de nous croire presque facilement les héritiers du Moyen-Âge, comme s'il fallait que l'on vive dans une sorte de continuité culturelle, comme s'il n'y avait pas de coupure au fond. Le Moyen-Âge n'aurait pas marqué de coupure, et nous sommes donc les héritiers du XIVe siècle, un peu comme nous sommes les héritiers de Cicéron, de Virgile. Ouf, l'homme occidental est sauvé. C'est une vision finalement très idéologique, très humaniste au sens négatif du terme. Donc j'essaie de retrouver mes crayons. Donc voilà, cette altérité, elle peut parfois conduire à une sorte d'incompréhension, parce que, comme je viens de le dire, nous sentons des héritiers d'une période qui nous est radicalement autre. Et du coup, on rate des choses en nous croyant autres, en nous croyant familiers, et notamment on rate le bouleversement incroyable qu'a été réellement la naissance de l'art narratif médiéval, parce que on peut dire qu'en 50 ans, voilà, en 50 ans, imaginons 50 ans pour nous, on est en 2013, 1963, rien avant presque. Voilà, rien avant, et tout d'un coup, bon, j'exagère à fond, hein, mais tout d'un coup, on prend, pour des raisons vraiment dont on pourrait discuter, on prend grâce à l'écriture, grâce à la mise en écrit, on prend une culture complètement différente, disons une culture qui est un mélange de motifs bibliques d'un côté, parce que évidemment la prégnance de la Bible et de la culture chrétienne est très importante, de motifs antiques. Les hommes du Moyen-Âge connaissent parfaitement l'Énéide, Homère, toute l'histoire de Thèbes, Alexandre, n'en parlons pas. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est une espèce de cuisine qui est en train de se faire. Donc on a des petits machins qui sont en train de se mélanger. Et puis, cette culture qu'on appelle d'une façon assez bizarre, la culture folklorique, populaire, personne ne sait exactement de quoi il s'agit, culture orientale, les mille et une nuits, etc. Et puis, la mise en écrit donc de cette oralité celtique qui bouleverse l'Occident. C'est-à-dire que sans doute, grâce au roi Plantagenet, les premiers clercs ethnographes se répandent en Irlande, au Pays de Galles, en Cornouailles, et recueillent des légendes, des rites, des mythes, entre guillemets, bretons. Ces textes qui n'avaient jamais été mis en écrit le sont, et comme vous le savez peut-être, vous avez lu Jack Goody, la raison graphique, ou la domestication de la pensée sauvage. L'idée, c'est que le passage à l'écrit, de l'oralité à l'écrit, est non seulement un passage technique, mais un passage vraiment intellectuel et spéculatif. C'est-à-dire ça, le fait de libérer le cerveau, la mémoire, du poids de l'oralité, de la mémorisation,
permet de lancer de nouvelles thématiques, de nouveaux sujets. Et voilà, on n'avait jamais entendu parler du roi Arthur, on n'avait jamais entendu parler de la table ronde, de Merlin, des dragons qui protègent Merlin, et tout d'un coup, pouf, en 20 ans, éclat. Et tout le monde reste sidéré, et on peut dire qu'entre 1150 et 1200, avec Marie de France, avec Chrétien de Troyes et d'autres, la culture d'origine antique, qui existe bel et bien, ils écrivent en latin, ils traduisent en roman l'Énéide, en tout cas cette culture d'origine celtique mélangée avec du biblique, du folklorique, ce que je viens de dire, crée un contenu intellectuel radicalement différent, un imaginaire différent, une symbolique différente, notamment un imaginaire d'aventure différent. L'aventure des romans antiques, puisqu'il continue à écrire quand même des romans inspirés, je viens de le dire, par Thèbes, par Troie, etc., est essentiellement une aventure fixée par un destin divin, et alors que l'aventure de type celtique, c'est une aventure individuelle qui confronte à des forces obscures, à des féminités très troubles, à des mystères inquiétants. Donc c'est une radicalité époustouflante. C'est vraiment le temps de la nouveauté, et comme le disait tout à l'heure Hugues, c'est d'autant plus le temps de la nouveauté que c'est une nouveauté de l'écrit, deuxièmement, premièrement thématique, deuxièmement l'utilisation de l'écrit, et troisièmement l'usage d'une langue nouvelle. C'est-à-dire que dans les régions, disons, du nord de la France, de ce qu'on appelle la langue d'Oïl, et d'Angleterre, puisque les rois anglais, comme vous savez, sont d'origine continentale, eh bien, on se met à écrire une langue qui est un mélange de gaulois, enfin de celtique, de bas latin, de mauvais latin et de germain. À Tours, en 812, on parle quelque chose qui est entre le germain et le gaulois. Gallicam linguam. Et donc, cette langue nouvelle va permettre le transfert de ces thématiques nouvelles. C'est parce qu'il y a la langue romane qu'il y a eu le roman. Au début, roman, ça veut dire tout ce qui est traduit en langue romane. Par exemple, des lapidaires, des traités des pierres ou des traités d'animaux. À partir du moment où ils sont traduits en langue romane, ça s'appelle le roman des pierres, le roman des animaux. Et puis après, ça concurrence le terme estuaire ou le terme conte, et ça devient des romans. Et voilà, tout est différent. Tout à l'heure, peut-être j'aurai le temps de dire quelques mots d'ancien français, presque aussi bien que les vôtres. Et là, on voit bien que cette langue est porteuse d'une nouvelle esthétique, d'une nouvelle culture, et on ne s'en est jamais remis. Voilà. C'est vrai que ce que tu as dit, c'est que l'imaginaire de l'aventure, de ces aventures mystérieuses, troubles, ces aventures individuelles, eh bien c'est un imaginaire qui naît avec cette langue autour du XIIe, XIIIe siècle. Bon, la deuxième idée qui justifie notre enthousiasme, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est un peu cette idée d'une littérature baroque. C'est vraiment une littérature du mélange, où des motifs venus de l'Antiquité, on va en voir un exemple tout à l'heure, se mélangent très facilement avec des thèmes celtiques ou des aventures bibliques, les personnages se croisent. Didon, la fondatrice de Carthage, peut très bien être mise en parallèle avec des héros conquérants style croisé. Donc il faut imaginer la littérature médiévale comme une sorte de dispersion efflorescente, vive, dynamique, qui part dans tous les sens et qui, enfin je ne sais pas si ça vous intéresse ça, mais qui a été l'objet de vifs conflits. C'est-à-dire qu'il y a eu des tensions entre ceux qui écrivaient, qui étaient quand même des clercs. Vous m'arrêtez parce que effectivement je suis capable de parler 3 heures. Et entre donc les clercs écrivants et un peu marginaux, au moins dans les thématiques qu'ils choisissaient, sans parler des Goliards, des coquillards, etc. dont vous parlez. Mais en face, il y avait quand même des clercs conservateurs et orthodoxes. Ils disaient comment est-ce possible de ne pas écrire en latin, c'est pas bien, et il faudra être condamné. Bon, j'ai parlé du merveilleux, donc je vais pas trop m'y arrêter. Je vais arriver au bout de ce que je voulais vous raconter, mais voilà, un texte
de Marie de France. Donc ce sont les laits de Marie de France. Les laits sont des petits textes, des courts récits. Évidemment, j'ai oublié de vous dire, tout ça au début est écrit en vers. Ce sont des romans en vers. Et il faut attendre le cœur du XIIIe siècle pour voir l'avènement des grands romans en prose, ce qui est très très amusant et qui reste un énigme, comme on dit dans l'université. Je vais découvrir la clé de l'énigme, c'est qu'on a écrit des romans en vers après les romans en prose sur les mêmes sujets. C'est-à-dire qu'il y a le roman de Tartampion et 20 ans après, le roman de Tartampion en vers. Et tout ça, c'est jusqu'en 1480, 1500, et on ne peut pas imaginer que nous fassions un truc pareil, quoi. Enfin, je lance la perche. Voilà. Et on voit ce que dit Marie de France, donc la première femme écrivaine, excusez-moi, il y en aura d'autres, hein, notamment Christine de Pisa. Alors, pour ceux commencer à penser d'aucune bonne histoire faire, et de latin en romance trahir. Donc je vous donne la traduction, parce que là je fais le malin. Mais c'est comme ça qu'on devrait dire. C'est très amusant, petite parenthèse, dans tous les colloques de médiévistes, les Français lisent à la française. C'est-à-dire qu'on ne roule pas les airs, parce que ça fait trop bourguignon, ça fait vraiment plou, quoi. Alors qu'il y a des sessions qui sont consacrées à comment lire les textes médiévaux, où les Américains, les Allemands, eux, lisent sans doute comme on devait lire, puisqu'on connaît quand même les lois de la phonétique historique, qui fait que... Ne branchez pas là-dessus, je suis aussi prof de langue médiévale. Alors, je peux vous expliquer comment le R apical est devenu un R non apical. C'est certain que, surtout dans la région anglo-normande d'où écrit Marie de France, il disait « Pour ceux qui commençaient à penser d'allure, d'aucune bonne histoire, faire, etc. » On est sûr qu'il prononçait « oui », on a des tas de rimes, alors je vous traduis l'affaire. Voilà pourquoi j'ai d'abord eu l'idée de composer un bon récit, d'une bonne histoire. Vous voyez, elle ne dit pas roman. Hein. Que j'aurais traduit du latin au français. Voilà, ce qui aurait été normal, c'est de faire une traduction du latin au français. Mais je n'en aurais pas tiré grande estime, dit-elle, car tant d'autres l'ont déjà fait. On est autour de 1160. Hein, vous voyez, elle dit que plein de gens ont déjà traduit du latin. J'ai donc pensé, au lait que j'avais entendu. Je savais en toute certitude que ceux qui avaient commencé à les écrire et à les répandre avaient voulu perpétuer le souvenir des aventures qu'ils avaient entendues. Donc elle dit explicitement que son but c'est de traduire des laits bretons en roman, langue romane. Donc elle prend parti dans ce débat des clercs les uns contre les autres. Bon, je termine. J'ai encore 5 minutes. Oui. Bon, alors je termine en parlant de la dimension mythique de cette littérature, puisque, bon, à mon sens, les textes, les narrations les plus intéressantes du Moyen-Âge sont pas toutes, mais sont celles qui mettent en scène, et c'est pas très difficile de dire que c'est quantitativement très important, c'est qui mettent en scène des valeurs que l'on appelle profondes ou fascinantes. C'est une arrivée qui se veut dans la discrétion. Et voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire ce que je vous raconte? Ça veut dire que ce sont des textes qui parlent apparemment de choses assez simples. Un chevalier qui s'appelle Perceval, un jeune homme qui s'appelle Perceval se balade, quitte sa maman et va se promener dans la forêt. Bon, et il ne faut pas se laisser prendre par cette apparente simplicité, et il faut comprendre que ce que ça raconte, ce sont des dimensions importantes de la vie, le problème de la matrimonialité, la relation à la transcendance, la relation des hommes et des femmes, la question de la rivalité, etc. Et mon idée, c'est que cette relation ne se fait pas, ou que ces questions ne sont pas posées de façon simple, et ne sont pas résolues de façon simple par la littérature médiévale. C'est que le filtre ou la mise en forme de ces thématiques, on va dire, profondes, ou anthropologiques si vous voulez, se fait par le filtre de la pensée mythique. Alors là, ça prendrait peut-être plus de 2 minutes, hein, donc je vais peut-être avancer. C'est une thèse, là. En gros, la pensée mythique, c'est une pensée... non, je suis très inspiré par Lévi-Strauss dans ce cadre-là. C'est l'idée que quand on voit le soleil et la lune, c'est un peu compliqué quand même. Pourquoi le soleil et la lune sont-ils séparés? Donc on part d'une incompréhension empirique. Pourquoi les hommes et les femmes ne se rencontrent-ils jamais? Donc c'est toujours un problème de distance coupante et source d'incompréhension.
Et là, comme dit l'autre, l'incompréhension est un appel herméneutique, donc on est face à cette incompréhension, on essaie de comprendre. Et comme on est un paysan du XIIe siècle ou un intellectuel du XXIe siècle, c'est à peu près pareil devant l'incompréhension, on se raconte des histoires qui essaient avec des moyens, avec les moyens du bord, quelquefois les moyens les plus triviaux, de résoudre ces problèmes en racontant une histoire, non pas en pensant comme Freud, comme Kant ou comme Hegel, mais en disant, voilà, un jour, la Lune a rencontré le jaguar, et puis le jaguar l'a entraîné derrière la rivière, elle a rencontré Monsieur Soleil, et toute cette histoire, ça va essayer de rendre compte que la Lune et le Soleil ne se rencontrent jamais, sauf au moment des éclipses, et alors là, c'est un peu l'histoire d'Oedipe, de son pied enflé, de sa rencontre avec son papa, qui raconte apparemment, si Freud a raison, des choses assez importantes. Je passe, pour pas vous embêter, et je voudrais quand même dire un mot de quelque chose qui me passionne également, je vais de passion en passion, c'est la question de la courtoisie. Voilà, le grand continent, si tout le monde est d'accord pour dire ça, la grande question de la littérature médiévale, du roman médiéval, c'est l'amour. C'est bizarre pour des siècles que l'on considère comme des sauvages écrasés de saleté, d'ordures, de bêtises. Bon. C'est pas pour ça que l'amour est nécessairement un objet de raffinement, mais quand même. La question qui est posée, c'est pas tellement, même très peu, l'amour du point de vue sexuel, c'est l'amour du point de vue de son intégration dans la relation sociale courtoise. Au fond, l'amour courtois dont je suis en train de parler, c'est la pointe émergée de l'iceberg de la courtoisie. Voilà, des barbares, soi-disant, qui, sans doute influencés par la poésie arabe d'Espagne, remontent avec les troubadours dans un hyper raffinement de la bonne distance entre les hommes et les femmes. Voilà, la bonne distance au sens où la femme est absolument supérieure et l'homme infiniment inférieur, et je ne sais pas si c'est la bonne distance, et en tout cas qui pose cette relation d'une élégance, d'un raffinement, d'un respect, en tout cas du statut de la femme, littéraire, mais encore une fois, l'histoire ne m'intéresse pas du tout. Et donc, cette courtoisie se répand, peut-être grâce à Liénor d'Aquitaine, qui est une princesse du Sud et qui épouse le roi d'Angleterre après avoir été abandonné par le roi de France, bêtement, eh bien, donne des effets ahurissants dans la littérature. Et je terminerai un extrait. Donc, c'est le roman qui est peut-être le plus porteur de cette thématique. C'est le premier roman qui est Lancelot. Voilà, Chrétien de Troyes, qui est peut-être le plus grand romancier du Moyen-Âge, écrit 5 romans. Le dernier, c'est Le Comte du Graal, j'ai passé. Et le deuxième, c'est Lancelot, le chevalier de la charrette. Alors, la charrette, c'est très simple. C'est un instrument d'infamie. Le chevalier qui monte sur cette charrette, tiré par un nain, est déshonoré pour le reste de son existence. Qui monte sur la charrette perd son honneur. Or, Lancelot, qui est fou amoureux de la reine Guenièvre, la femme du roi Arthur, puisque l'amour courtois est très souvent, pas toujours, un amour adultère, et vive l'adultère, disent les textes du Moyen-Âge, c'est pas moi qui parle, et qui me racle la gorge. Eh bien, cet amour adultère ici est extraordinairement valorisé. Alors voici le passage où Lancelot poursuit la reine, enfin il cherche à rattraper la reine qui vient de se faire kidnapper par un très méchant, et il est en quête d'information, non seulement en quête de la reine, mais d'information. Donc il parle, il s'adresse ainsi au nain. Nain, dit-il, je vous le fais en français moderne, hein. Pardieu, dis-moi donc si tu as vu par ici Madame la reine. Et le nain infâme, quelle maudite engeance, se refusa à lui en donner des nouvelles, mais lui dit, si tu acceptes de monter sur cette charrette que je conduis, alors d'ici demain tu pourras savoir ce que la reine est devenue. Sur le coup, le chevalier a continué sa route sans y monter. Quel malheur pour lui, quel malheur vraiment, d'avoir honte d'y sauter aussitôt, car un jour, il le paiera fort cher.
Donc, ce que je veux dire ici, c'est que vous avez un épisode complètement central qui marque l'imaginaire de ces romans, qui est que Lancelot a refusé le temps de 3 pas du cheval, du nain, de monter dans la charrette. Quand il va revoir la reine refusera de lui parler. Alors que il a franchi un pont qui est fait d'une épée, il s'est coupé, il est saignant, sanglant, la reine est enfin libérée, tout le monde lui dit, ça y est, votre libérateur arrive. Silence, mutisme. Et lui dit, mais je comprends très bien, je comprends rien plutôt, je comprends rien, mais puisqu'elle décide d'être muette, j'accepte. Et il apprendra quelques années plus tard que c'était son hésitation de 3 pas du cheval qui fait que la reine lui a refusé ses bras. C'est dur. That's life. C'est terminé. Ouais, les autres. Les autres, j'ai pas trop eu le temps là, je voudrais pas vous embêter avec ça. Il y en a un qui est rigolo, c'est ça s'appelle le roman d'Énéas, c'est la réécriture par les hommes du Moyen-Âge de l'Énéide. C'est quand même pas rien. Comment on peut parler de la Renaissance du XVIe siècle? Je suis professeur au Centre d'études supérieures de la Renaissance à Tours et je déteste tous mes collègues. Alors voilà. Didon arrive, alors Didon, comme vous le savez, elle arrive de Tyr, c'est une Phénicienne, c'est elle qui va fonder Carthage. Et voici comment elle fonde Carthage. Elle est arrivée dans ce pays et elle a trouvé le prince de la contrée et avec beaucoup d'astuces, c'est vraiment gentil de m'avoir repassé le micro, et avec beaucoup d'astuces lui demanda qu'il lui vendît de sa terre l'espace qu'occuperait une peau de taureau. Elle lui donna argent et or et le prince accepta. C'est intéressant quand même, je vous sens tous beaucoup plus attentifs à ma lecture qu'à ce que je racontais. Et le prince accepta, n'y voyant pas malice. Didon découpa la peau en très fines lanières, elle lui prit une telle surface qu'elle y fonda une cité. Alors ça c'est la fondation de Carthage. Puisque vous me provoquez, donc là je suis au XIIe siècle dans une adaptation d'un roman, enfin d'une épopée latine. Maintenant je passe fin 14, début 15e. Quand vous aurez terminé toutes ces formalités le lendemain, vous rencontrerez un homme chargé d'un sac renfermant une peau de cerf, traitée à l'alun. Achetez le sac et la peau, le prix qu'il vous fera, puis dans ce cuir, faites découper adroitement une courroie, toute d'une pièce et la plus fine possible. Faites-vous alors livrer votre terrain, vous le trouverez tracé et aménagé où je le souhaite, où je souhaite qu'il le soit. Je vous montre le titre, comme ça je vais gagner 30 secondes. Au moment où l'on joindra les 2 bouts de la courroie, si elle s'allonge, faites-la ramener en descendant vers la vallée. Apprenez en effet que du ruissellement de cette eau, de cette fontaine, naîtra une rivière assez importante dont on aura besoin à cet endroit. Donc voilà, ça c'est un roman du 15e, enfin, on n'a que des manuscrits du 15e. Et qui raconte la même histoire, c'est-à-dire Didon fonde Carthage avec cette peau de taureau, et là c'est Mélusine qui fonde Lusignan avec la peau de cerf. Et qu'est-ce qui se passe? Personne n'a aucune idée des lectures du romancier, oui, qui était sans doute un libraire du duc de Berry, le frère de Charles V, de culture, et qui écrit donc, qui utilise le même motif, ce motif de la fondation d'une cité par extension d'une peau d'animal. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. C'est-à-dire que ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans l'Énéide, le passage de la fondation de Carthage par Didon est rikiki, c'est 2 vers, je crois. Bon, vous pouvez me dire que Jean d'Arras, l'auteur de Mélusine, a lu l'Énéide, mais finalement, ces réseaux culturels, c'est ce qu'on appelle la translation de la matière antique, nous est très mal connu. Ce qu'on peut constater, qu'au début de la littérature médiévale, 12e, comme à la fin, déteste cette expression, au cours du Moyen-Âge flamboyant, 14-15e, on a la réutilisation de mêmes motifs pour dire des choses assez différentes finalement, parce que le motif de la fondation de Lusignan dans le roman de Mélusine ne prend son sens, pour ce que je suis extrêmement structuraliste, ne prend son sens que si on met en relation signifiante, comme on dit dans les livres, la fondation par la ruse d'une femme, d'un territoire dans la forêt, n'est-ce pas? Disons, la mise en culture de la sauvagerie grâce à la ruse féminine, si on met ça en relation inversée avec la conquête par ces 4 fils, on en a 10, mais il y en a 4 qui conquièrent par les armes l'Arménie, Chypre,
le Luxembourg et la Bohème. Donc c'est la mise en culture d'une autre façon, c'est-à-dire la victoire virile, la victoire des hommes, des garçons, par les armes, par la violence, contre une culture opposée. Alors que Mélusine, c'est sur la nature qu'elle fonde. Et ce que je veux dire, c'est que au fond, c'est un texte, on voit bien combien la problématique mythique est importante, c'est un texte sur qu'est-ce que c'est que la civilisation. Voilà, la civilisation, c'est ou bien domestiquer la nature, c'est presque notre mythologie technique à nous. Il faut dominer l'eau et les marées. D'autre côté, malheureusement, c'est aussi notre culture, c'est l'écrasement de la culture adverse. La culture religieusement, axiologiquement, du point de vue des valeurs, la culture adverse. Et elle a un autre fils, qui est assez rabelaisien, ça vous intéressera. Elle a un autre fils qui s'appelle Geoffroy la Grande Dent. Parce que tous les fils de Mélusine ont des tares physiques. Ils sont extrêmement beaux, ils séduisent beaucoup, mais il y en a un qui a qu'un œil, il y en a un qui a des oreilles plus grandes que ses épaules, il y en a un qui a une dent de sanglier qui lui dépasse de la bouche. Ah, ça, totalement inexpliqué. Personne n'a expliqué cette histoire. Parce qu'il ne suffit pas de dire que ce sont des filles d'une fée pour dire qu'ils sont monstrueux sur le visage. Je ne sais plus où j'en suis. Donc, Geoffroy, à la Grande Dent, le 6e fils de Mélusine, il a une autre fonction civilisatrice. Et il tue les géants. Il y a encore des géants sur cette terre. Lui, il est tellement balèze qu'il les tue. Et il fait ce que son père, et du coup il fait ce que son père n'avait jamais fait. C'est-à-dire que son père n'avait jamais tué de géant, lui il les tue. Son père payait chaque année un tribut à un chevalier un petit peu bizarre, qui arrive du ciel, qui demande un impôt. Donc Geoffroy le tue. Donc il est éradicateur un peu des forces de la sauvagerie. Et avec ces trois types, la fondation sur la nature d'une part, la conquête sur les civilisations, cultures adverses et l'éradication des forces hostiles, des forces primitives, des forces archaïques, on a presque la totalité de ce que c'est que l'entrée en culture. Voilà. J'ai fini. J'ai plus rien à lire. Merci beaucoup Jean-Jacques. Donc je pense que n'hésitez pas à poser ensuite à la fin de la présentation des questions sur les romans qui n'ont été qu'évoqués en fait là, par Jean-Jacques, par pudeur, et non pas par manque de temps. Sachant que je vais quand même prendre 2 secondes pour vous dire que pour ceux qui éventuellement n'auraient pas le courage de se lancer dans l'intégrale de la thèse, il existe... ils sont malheureusement, je crois, épuisés, mais on les trouve à des prix qui ne sont pas délirants en fait sur le marché de l'occasion. L'écriture et réécriture du merveilleux féerique. Ah, ça c'est très bien. Ainsi que motifs et thèmes du récit médiéval. Épuisé total. Ouais, mais on trouve encore quand même. Ah ouais. Ah bah alors mes étudiants me mentent chaque année. Mais on n'a pas pu l'acheter. On le trouve pour 17-18 euros. Enfin, c'est les hasards du marché de l'occasion. Mais donc, qui sont très très intéressants. Et compte tenu de ce que vous avez entendu Jean-Jacques Vincencini dire, ça ne vous surprendra pas, vu sa vaste culture justement en termes de mythes, qu'il soit l'un des 4 contributeurs du dictionnaire des lieux et pays mythiques, assez logiquement. Voilà.